Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique, Renaissance ou la ville du futur comme figuration de nos sociétés à venir. Le film de Christian Volkmann est un film d'anticipation étonnant à bien des égards. D'une part, c'est un film d'animation en images de synthèse qui a fait le choix d'un traitement graphique radical, celui d'un rendu en noir et blanc qui ne laisse guère de place aux nuances de gris. Ensuite, la ville de Paris y tient une place prépondérante, au point de devenir un des protagonistes de l'intrigue. Cette même ville se faisant prospective d'elle-même. Pour finir, l'intrigue, une conspiration liée à un soin génétique, se développe sous la forme d'une enquête qui reprend les codes des films policiers des années 60. Point commun à l'ensemble de ces particularités, la notion d'apparence. L'apparence de l'image composée d'aplats d'une lumière blafarde qui dramatise par des ombres d'autant plus profondes les décors urbains aussi bien que les corps humains. L'apparence d'une ville tentaculaire où cohabitent anciens et modernes, quasi-ruines et hautes volées architecturales, pauvreté et richesse, et enfin, l'apparence d'une jeunesse qui se voudrait éternelle. Cette jeunesse fait l'objet d'un fructueux marché cosmétique, elle pourrait atteindre de nouveaux horizons commerciaux grâce à des soins génétiques. Ainsi, dans des atmosphères qui ne sont pas sans rappeler des films tels que Blade Runner de Ridley Scott, 1982, la question que pose Renaissance est de savoir si la jeunesse des corps rendus accessibles par des soins génétiques est un bien ou un danger pour l'humanité. Cette question est d'autant plus essentielle quand on apprend au gré du film que cette quête éternelle, la potion de jouvence, a été initiée pour une cause juste. Il s'agissait à l'origine de soigner une terrible maladie génétique, la progéria, qui accélère le vieillissement du corps du malade jusqu'au décès prématuré. Cependant, il semblerait bien que ce noble but ait été détourné à des fins mercantiles. Pour Avalon, l'entreprise privée de cosmétiques, il s'agit donc de passer de la recherche d'un soin au développement d'un produit pour le marché du confort. Chacun est invité à se positionner en conscience face à cette proposition. En attendant, comme dans toute série noire qui se respecte, le héros est torturé. Il navigue tant bien que mal avec d'autres personnages entre le gris clair et le gris foncé de la morale de cette société à venir. Même un amour légitime lui sera interdit, soit on est dans une série noire. Quant à l'antagoniste, le patron d'Avalon, il s'avère être un vrai méchant. Il est servi par une armée de sbires dévoués. Il complote et pilote la machination du sommet d'une tour de très haute technologie fichée au cœur d'un quartier de la Défense dont rien ne subsiste d'aujourd'hui. L'horizon sur lequel se découpe la silhouette du Sacré-Cœur posée au sommet de la butte Montmartre permet néanmoins de se localiser. Arrêtons-nous d'ailleurs quelques instants sur ce Paris du futur. Dès le début du film, le spectateur est averti que l'action se déroule en 2054. Donc 30 années à compter du moment où cette analyse est réalisée. Là, on reconnaît toujours la capitale de la France. On croise la Seine et ses quais, le niveau de l'eau semble y être particulièrement bas. Notre-Dame, sa flèche et son parvis désormais de verre, la tour Eiffel prise d'assaut par des panneaux publicitaires, et le métro, les voûtes de ses quais couverts de ses immortelles faïences blanches et ses rames modernisées. Au cours du film, on part à la découverte de divers quartiers de ce Paris du futur. Autour du Panthéon, comme ailleurs, au-dessus des toits haussmanniens, on découvre des lofts high-tech perchés sur de gigantesques vérins hydrauliques qui montent et descendent pour permettre l'accès à ces étonnants logements. On visite aussi d'autres quartiers qui pourraient être situés dans les 18e, 19e ou 20e arrondissements. Étonnamment, ces quartiers ne semblent pas avoir bénéficié des mêmes travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de modernisation que le reste de la ville. D'autres lieux s'avèrent intrigants. Leurs localisations sont plus difficilement identifiables. Ces lieux tiennent d'une esthétique steampunk avec d'immenses bâtisses à la Eiffel. Ils sont tellement imposants qu'on ne saurait où les placer sur le plan de Paris. Là cohabitent humidité, précarité, briques et poutres d'acier rivetées.
C'est dans cette diversité des lieux et des ambiances que réside tout l'intérêt du film Renaissance. L'intrigue du film interroge notre rapport au corps, elle interroge notre rapport à l'apparence et à la beauté, elle interroge notre rapport à notre nature qui reste soumise aux lois biologiques, le film révélant aussi la tentation de nous en affranchir. Or, les multiples facettes sous lesquelles Paris se présente aux spectateurs sont à l'image des interrogations des protagonistes humains. Dans la quête de la jeunesse éternelle, dans la quête d'un éventuel affranchissement de la nature biologique à l'égard des lois de l'évolution, laissera-t-on la place à la différence ? Ces soins de jouvence, tant espérés, s'appliqueront-ils à tous les membres de la société humaine ? Peut-être que, croyant renouveler le tissu social, la modernité ne fait qu'essentialiser les humains, reléguant aux marches de la société celles et ceux qui n'ont ni le souhait ni les moyens d'embrasser les atours de la modernité. En forme d'allégorie, Paris semble militer en faveur d'une réalité qui laisserait la place à des formes de pluralité. À moins que les disparités entre les différents quartiers de la ville ne fassent le constat d'une injustice contemporaine qui aurait perduré dans l'avenir. Ce serait croire que la généralisation des produits de cosmétiques génétiques et toutes les autres améliorations qui s'ensuivraient, difficilement applicables à l'ensemble d'une population, ne créeraient pas de tension. Les soins génétiques, devenus produits de consommation, pourraient bien se révéler tout, sauf une corne d'abondance génétique, mais bien un facteur d'inégalité. Toujours dans cette Paris du futur, on peut aussi se pencher sur la place qui tient la voiture. Elle semble nous dire plus que l'anachronisme qu'elle représente dans cet avenir. À cette fin, il faut commencer par rappeler que la voiture est indissociable de la ville telle que nous la connaissons. L'expansion de la ville moderne n'a pu se faire que parce que ces véhicules individuels ont été rendus accessibles au plus grand nombre de ses habitants. De son côté, le marché de l'automobile ne s'est développé que parce que la ville offrait nécessité et superflu à l'usage de cette même voiture. C'est donc une inextricable histoire de poules et d'œufs. Ensuite, même si le film Renaissance date de 2006, à cette époque, les scientifiques et d'autres membres du GIEC tentaient déjà, et ce depuis de nombreuses années, d'attirer l'attention des opinions publiques comme celle des décideurs économiques et politiques sur la question climatique. On avait encore du mal à cette époque à parler publiquement d'urgence climatique. Tout avait commencé en 1988 avec le premier rapport du GIEC. Non. Tout avait commencé en 1972 avec le rapport Meadows. Non. En fait, tout avait commencé en 1896 avec Svante Arrhenius, futur prix Nobel de chimie, avec un article publié dans le Philosophical Magazine and Journal of Science qui traitait de la question de l'impact du CO2 émis par les activités humaines sur le climat de la planète. Tout ça pour dire qu'on s'était rendu aveugle, et ça depuis de nombreuses années. C'est ainsi que la voiture est devenue le symbole de la société de consommation, de la profusion et du refus d'admettre que les activités des humains pouvaient avoir un impact sur un environnement immédiat, la santé des utilisateurs et leurs proches, clin d'œil au lobby des anti-essences sans plomb des années 70, comme sur un environnement lointain mais global, le climat de la planète, l'écologie, la biodiversité. Aujourd'hui, la voiture dans nos rues s'essaye à des mutations. Pour devenir vertueuse, elle se fait électrique. Demain, elle fonctionnera peut-être à l'hydrogène. Elle semble tout faire pour ne pas disparaître alors que les nouveaux modèles de développement préféraient voir les modalités douces et collectives monter en puissance. Dans cette perspective, la voiture, après-demain, se fera peut-être objet de consommation partagée, en service, dans des essaims pilotés par des IA, à la disposition des usagers abonnés à différents services. En tout cas, dans Renaissance, la voiture n'a rien de la représentante d'une mobilité douce. Puissante, violente, envahissante, même si, en centre-ville, elle circule sur des voies couvertes de plafonds de verre, plus loin, au pied de la Défense, des échangeurs autoroutiers sans commune mesure se déploient dans toutes les directions. Est-ce à dire que demain, malgré toutes nos bonnes intentions, nos modes de vie n'auront pas réussi à se réformer pour répondre aux attentes, aux exigences environnementales ? À moins de déclarer qu'à l'avenir, une écologie anthropo-urbaine se suffira à elle-même. C'est ce que semble dire le film Renaissance, dans lequel le vivant non humain et sauvage n'a guère de place si ce n'est dans les mondes virtuels. En d'autres termes, dans Renaissance,
La catastrophe écologique a pu être amortie, voire ignorée, grâce à un solutionnisme technocentré. Mais une telle attitude est-elle vraiment raisonnable ? Car, plus que jamais, les études montrent comment l'humanité est dépendante de son environnement. Plus le temps passe, plus l'humanité découvre les liens inextricables qui l'unissent à l'écologie de sa planète. Ainsi, l'humanité est appelée à poser un choix global de civilisation, et ce, pas uniquement à l'échelle des pays occidentaux, eux qui ont en premier bénéficié de la révolution industrielle. La problématique pourrait être énoncée ainsi: ou bien l'humanité s'organise pour construire un développement en relation avec son environnement, ce choix aura des implications individuelles et collectives, et d'autres internationales et industrielles, ou bien elle sera condamnée à s'adapter à un environnement dont elle devra se protéger, donc se couper pour ne pas subir les manifestations violentes des déséquilibres induits par les activités humaines. Or, plus le temps passe, plus les actes à poser ainsi que leurs conséquences seront radicaux et violents. Le film Renaissance semble avoir fait le choix de l'ignorance ou de l'indifférence. Alors, dans le réel, on fait quoi ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.